Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la belle radio et télévision, c'est la chaîne panafricaine internationale et ce matin on se retrouve avec des professeurs agrégés, des médecins, mais également avec le directeur général de El Rafa, la polyclinique El Rafa. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour madame. À côté de monsieur le directeur général de El Rafa, le professeur Atekpo, il est enseignant à l'Université des sciences de la santé de Libreville. Il est également professeur et il exerce à l'hôpital Mère et Jean de la capitale gabonaise. Bonjour professeur. Bonjour madame. À côté, nous avons docteur Audebert qui est médecin gynécologue. Il revient de Bordeaux en France. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue. Merci de notre accueil. Et juste à côté de vous, le professeur Meillet, il est également enseignant à l'Université des sciences de la santé de Libreville. Professeur Meillet, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous de ces journées médicales. El Rafa, pour vous faire un petit rappel à la mémoire, existe depuis le mois de mai 2000. Donc El Rafa, en tant que structure elle-même, existe depuis 20 ans bientôt. La fondatrice, qui n'est autre que Edith Lucie Bongo Ndimba, est la créatrice. Qui était médecin qui aussi. Était médecin, oui. Pédiatre. Oui. Et avant d'évoluer dans le discours, il est important de faire une petite genèse quand même, parce qu'elle est la fondatrice, elle crée la structure sous l'inspiration de son époux. Et l'objectif et les missions intrinsèques, c'était de mettre une structure moderne à la disposition des populations. Oui. Derrière, elle voulait minimiser les évacuations sanitaires. Minimiser les évacuations sanitaires, avoir un plateau à la disposition de la sous-région. Elle voulait qu'il y ait aussi un caractère hospitalo-universitaire. D'ailleurs, on a une convention depuis près de 20 ans avec la faculté de médecine où des jeunes étudiants en médecine de 6e, 7e année viennent faire des stages pratiques et des stages d'immersion pratique au niveau de la structure. Donc, comme je disais tantôt, elle voulait que ce soit grosso modo un pôle d'excellence. Alors, dans un pôle d'excellence, et le caractère universitaire, elle a lancé, depuis le jour de l'inauguration de la création, des journées scientifiques, des rencontres scientifiques qui se faisaient régulièrement, tous les 2 ans. Nous sommes aujourd'hui quasiment à la 7e édition. Ouais. 7e édition, donc 2000, 2002, 2004, 2006. Malheureusement, en 2009, il y a son départ précipité. Nous nous sommes dit qu'il fallait quand même essayer de continuer, même si le challenge était lourd, pour essayer d'honorer sa mémoire. Oui. Aujourd'hui, 10 ans déjà, le thème porte sur les femmes, d'abord, les hommes aussi. C'est la procréation médicalement assistée. La procréation médicalement assistée, discuter un peu de la faisabilité et de la nécessité au Gabon. Hein? Ce sera tout au long de cette semaine, non, ces justement. journées. Les journées s'articulent comme suit. Le lundi, aujourd'hui même, nous avons les journées portes ouvertes. Les journées portes ouvertes qui sont axées sur l'immersion et la visite des élèves de classe de 3e et de terminale de 4-5 établissements de la place. Oui. Des élèves qui viennent découvrir le milieu hospitalier uniquement, de manière générale, voir ce que c'est le métier de médecin et visiter les plateaux techniques. Ça va servir sans doute, ça va être une incitation au choix dans le cursus professionnel de ces enfants-là plus tard. Donc l'objectif c'est de susciter également des vocations. Susciter l'éducation auprès de ces élèves, et essayer de vulgariser un peu le milieu hospitalier. Voilà. Et les journées du 12 et du 13, les travaux proprement dits vont commencer, puisqu'il y aura des consultations et des interventions chirurgicales suivies qui se dérouleront sur ces 2 journées-là, de manière simultanée. Alors, les conférences, le 14 et le 15, bien sûr, le 14, les conférences scientifiques vont commencer, les rencontres médicales, et elles se termineront le 15 au soir. Voilà. Ce sera la clôture, parce que ce sera l'ouverture officielle le 15 pour les conférences scientifiques. Nous allons poursuivre avec le professeur Meillet. Bonjour professeur. Bonjour. La procréation assistée, c'est pas une première puisque c'est mondialement connu, mais pour ceux qui est du Gabon, ça va être la toute première expérience. Je dirais oui et non. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour m'avoir associé à cette commémoration.
en me demandant d'être le président du comité scientifique. Je voudrais également les féliciter d'avoir pérennisé cette volonté, cette culture, parce qu'effectivement, depuis plus de 20 ans que le RAFA existe, nous avions eu l'habitude ici d'organiser des journées scientifiques. C'est pour cela que je disais oui et non. Oui, parce que c'est la première fois que El Rafa va organiser des journées sur ce thème spécifiquement. Okay. Mais il faut savoir que le plus souvent, lorsqu'on a eu ces journées tous les 2 ans, comme disait monsieur le directeur général, nous avions l'habitude d'aborder la problématique de l'infertilité, de la procréation médicalement assistée. Donc c'est des thématiques qui sont régulièrement abordées dans les différentes journées. Et aujourd'hui, on va en parler spécifiquement. Je pense que cette volonté vient d'abord parce qu'il faut le rappeler, peut-être le directeur général ne l'a pas dit assez. Nous avions eu, nous, l'occasion et l'honneur de souvent discuter avec Madame Edith Lucie Bongo, et elle avait justement une vive volonté de mettre en place un centre de procréation médicalement assistée. Donc je pense que c'est en mémoire de cela aussi que l'idée est venue d'organiser ces journées. Alors, c'est un problème de société chez nous, un grand problème. Lorsqu'on parle de procréation médicalement assistée, en réalité, il faut que la population comprenne qu'on parle des problèmes de stérilité, des problèmes d'infertilité, du problème du couple dont j'en revenais. Et donc la solution est d'aider ces couples justement à pouvoir avoir un enfant. Et c'est pour ça qu'on parle de procréation médicalement assistée, c'est d'aider les couples à procréer, parce que ces couples ont des difficultés. Alors, docteur Audebert, vous venez de Bordeaux. Professeur Meillet a parlé d'aider ces couples-là. Est-ce que ça va être facile? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces couples-là? Est-ce que le problème, il est souvent des deux côtés, l'homme et la femme, ou bien c'est spécifiquement chez la femme? Le problème d'infertilité ou de stérilité du couple est une notion qui a été reconnue et pour laquelle on a eu des solutions thérapeutiques relativement récemment. C'est un peu une médecine de luxe que de s'occuper d'avoir des enfants. Oui, c'est vous. Pendant longtemps, on s'est occupé de sauver des gens, de sauver des vies, de guérir des maladies. Oui. La médecine pour avoir des enfants apparaissait relativement superflue et un peu du luxe. Et en plus, il n'y avait pas de moyens. Les moyens se sont mis en place. Il y a eu la chirurgie, il y a eu des traitements médicaux, les explorations se sont perfectionnées. Et donc est arrivé in fine ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée, avec en particulier ce qu'on appelle la fécondation in vitro. C'est un long processus, hein? Alors, on n'avait pas beaucoup de moyens à une époque et on avait très peu de résultats. Aujourd'hui, on a des moyens et on a des résultats. Et c'est vrai que la demande dans la population, le droit à l'enfant qui est clamé par certaines communautés, fait qu'aujourd'hui, il est important de mettre en place des systèmes pour s'occuper de la fertilité et d'améliorer la fertilité des couples qui ont des difficultés pour avoir un enfant. C'est un véritable problème sur le continent africain. Professeur Atekpo, vous êtes au quotidien avec ces femmes-là qui réussissent à terme à avoir ces bébés-là. Pour le suivi, ça cause aussi problème. Pour parler du sujet qui est le nôtre ce matin, c'est essentiellement dire que la vie ou la naissance d'un enfant dans les familles reste toujours un phénomène d'un processus de joie et qui donnerait n'importe quoi pour avoir un enfant. C'est ce que nous vivons au quotidien avec ces enfants. Ceci dit, une fois que le processus a abouti et que les gynécologues ont fait leur travail, la part revient au pédiatre maintenant de faire vivre cet enfant tant désiré. Et les structures sont existantes, les modalités pour prendre en charge ces enfants également sont connues, mais il y a un certain nombre de spécificités, notamment le nombre de grossesses multiples, les petits poids de naissance et surtout la surprotection de l'enfant qui est né par processus de procréation médicalement assistée est un problème que le pédiatre doit prendre en compte. Alors, dans la suite de notre entretien, professeur Meillet, docteur Audebert, on va revenir un peu sur les origines. Qu'est-ce qui peut empêcher un couple d'avoir un enfant dans les conditions normales? Un couple qui est légalement constitué, qui a des rapports sexuels en moyenne toutes les semaines. Qu'est-ce qui peut causer? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une anomalie? Est-ce que c'est un handicap? C'est quoi les origines?
Alors, il faut savoir que lorsqu'on parle d'infertilité ou in fine de stérilité, il y a plusieurs causes. Et comme nous l'avons dit, c'est une situation qui concerne le couple. Ce que nous devons bien comprendre, c'est que ces causes-là concernent aussi bien la femme que l'homme. Malheureusement, dans notre contexte africain, c'est souvent la femme qui vient à la consultation, mais les deux sont concernés. Les deux sont concernés. Et nous avons un peu, le docteur Audbert va compléter, mais par rapport à notre environnement, si nous prenons du côté de la femme, la première cause d'infertilité chez nous, c'est des problèmes d'infection qui vont altérer les trompes. Donc, dans les études que nous avons faites, sur 10 femmes, 6 à 7 femmes qui se présentent pour des problèmes d'infertilité ont des trompes qui ne sont plus bien. Ce que les femmes appellent ont des trompes bouchées. Et les trompes bouchées sont dues aux infections. Donc, c'est vous dire un peu la part de l'infection dans ce problème. À l'inverse de l'Europe où souvent la première cause va être les dysfonctions non ovariennes, il va en parler, mais chez nous, on a à peu près dans 60% des cas des problèmes de trompe. Et puis maintenant, au niveau des trompes, il y a d'autres causes qui vont venir, c'est-à-dire les problèmes de dysfonctionnement au niveau des ovaires, qui sont liés. Et ce que les femmes ne savent pas chez nous, c'est que lorsqu'on parle de dysfonctionnement de l'ovaire, l'âge est un facteur important. Or, souvent, les femmes qui ne font pas des enfants attendent longtemps avant de voir le médecin. Et lorsqu'elles ont 40 ans, c'est là où elles se pointent parce qu'elles ont un peu plus de moyens. Oui. Et en ce moment, les ovaires ne fonctionnent plus très bien. Il faut savoir que le pic où la femme a vraiment des potentialités de faire l'enfant, c'est entre 20 et 25 ans. Au-delà de 25 ans, ça commence à diminuer pour atteindre autour de 3%, autour de 40 ans par là. Et il faut savoir aussi que à chaque possibilité d'enfant, c'est pas du 100%. On a à peu près 25 à 30% de chance pour un couple de faire un enfant lorsque la femme peut le faire. Donc vous direz un peu, il y a des facteurs importants. Et ces facteurs, il faut les situer surtout selon la constitution de l'appareil génital. C'est-à-dire à chaque étage de l'appareil génital, nous avons des problèmes. Donc on a parlé des ovaires là, on a parlé des trompes, même l'utérus parfois cause des problèmes. Lorsque, je ne vais pas le dire comme ça, mais parfois les déformations de l'utérus, de la matrice utérine, qui peuvent être liées aux problèmes de fibrome, peuvent empêcher que les enfants, que le couple puisse avoir un enfant. Mais je ne veux pas dire ici que le fibrome rend stérile. Enfin, c'est pas ce que je dis, mais dans certaines situations, nous pouvons avoir où ça gêne pour que la grossesse s'implante. Nous avons au niveau du col de l'utérus aussi des anomalies au niveau du col qui peuvent être souvent chez nous aussi. C'est souvent le col qui est infecté, qui empêche que la semence de l'homme traverse cette zone pour pouvoir avoir l'enfant. Donc c'est autant de choses aujourd'hui, les femmes en parlent de plus en plus, c'est l'endométriose. L'endométriose qui est une localisation ectopique des tissus qui produisent les règles qui vont se localiser en dehors de la cavité utérine et cela va entraîner une obstruction des trompes, cela va entraîner des kystes au niveau de l'ovaire, cela va entraîner des accolements dans la cavité de l'abdomen qui font que finalement ils ont des difficultés à avoir des enfants. Alors endométriose, voilà. Est-ce que ça peut bloquer tout le processus des règles et tout le reste? Non, pas bloquer le processus des règles, comme je disais, c'est le tissu qui produit les règles qui se localise en dehors de la cavité utérine et fait en sorte que la femme, quand elle a ses règles, ce tissu qui est localisé en dehors aussi produit des règles, donc ça s'essème là où c'est localisé. Oui. Donc je vais laisser peut-être la partie de l'homme, puisque j'ai beaucoup développé la partie de la femme, les causes liées à la femme, parce que je voulais insister sur l'apport de l'infection chez nous, qui est très important, et je vais laisser Audbert continuer et puis aborder peut-être les causes chez l'homme. Parce qu'on dit souvent aussi que la procréation médicalement assistée, est possible chez peut-être une femme qui est ménopausée. Est-ce que c'est possible? J'ai entendu ça. La science permet effectivement d'avoir un enfant à une femme ménopausée. Moi, je voudrais revenir aux basiques qui viennent d'être évoquées par le professeur Millet. D'abord pour dire que dans le monde, il y a 72 millions de femmes, de couples qui sont dans la situation de l'infertilité. On estime que dans des pays dits développés, c'est 15% de la population qui consulte pour infertilité.
Et parmi les causes qui interviennent, il y a les infections génitales qui sont liées aux maladies sexuellement transmissibles, qui sont de l'ordre de 15 à 25% dans les pays dits développés et, comme l'a dit le professeur Meillet, près de 70% en Afrique, où ça pose un énorme problème, bien sûr, de traitement, et c'est là où la chirurgie intervient pour les trompes bouchées, mais comme les résultats ne sont pas merveilleux, on est obligé de recourir à la fécondation in vitro, qui, elle, peut se faire sans trompe. Et puis, c'est une situation qui demande aussi à avoir une action préventive, c'est-à-dire d'essayer de dépister les maladies sexuellement transmissibles et de traiter précocement. C'est la meilleure solution d'éviter à ces couples d'avoir une infertilité. Alors, dans l'infertilité en général, il y a de multiples causes. Il y a d'autant plus de causes qu'on a des nouveaux moyens d'exploration, des moyens d'exploration qui sont de plus en plus compliqués, de plus en plus fins. Mais on retrouve les causes, comme l'a dit le professeur Meillet, qui est dans un tiers des cas la femme. Alors chez l'homme, c'est relativement plus simple. D'abord, l'exploration de l'homme est relativement facile, plus facile que chez la femme. C'est ce qu'on appelle le classique examen du sperme, de la semence, le spermogramme. Et on distingue donc des problèmes d'anomalie du sperme, soit une absence complète de spermatozoïdes, qu'on appelle la zoospermie, qui peut relever de causes hormonales, qui peut relever de causes anatomiques, c'est-à-dire de canaux bouchés, comme les trompes chez la femme, et c'est l'équivalent chez l'homme. Et puis il y a des causes endocriniennes qui relèvent de différents troubles que l'on commence à connaître, et puis il y a bien sûr aussi des causes génétiques. Et pour toutes ces causes, il y a plus ou moins de traitements, en sachant que les techniques d'amélioration du sperme ont fait des progrès, que la fécondation in vitro permet à des couples, des hommes qui ont très peu de sperme, de malgré tout procréer. Donc il y a eu quand même des progrès dans ce sens-là et il y a quand même des résultats qui sont améliorés. Alors, je me tourne vers le directeur général. Alors, ces journées, vous avez parlé des consultations gratuites. Elles vont démarrer quand concrètement? Parce qu'on sait qu'il y a des journées scientifiques. Les journées scientifiques, il y a des consultations gratuites. C'est quand les consultations gratuites? Les consultations gratuites débutent demain mardi. Demain mardi, oui. Mardi 12 et se termineront le mercredi 13. Idem pour les enfants? Oui, ça va se faire simultanément. Ça veut dire que les interventions chirurgicales se font dans les blocs opératoires de manière classique et les consultations se feront sur des sites qui ont été aménagés pour. Alors, au professeur Atekpo, parlez-nous un peu du suivi. Lorsque ces femmes-là seront consultées, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que le traitement sera immédiat? Comment ça va se passer pour le suivi après la consultation? Pour ce qui est des enfants, pour ce qui est des femmes ou bien des hommes qui sont venus pour la problématique générale, comment ça va se passer pour le suivi? Alors, le suivi de l'enfant qui est né par procréation médicalement assistée n'est pas différent de celui d'un enfant qui est né par voie naturelle ou par des techniques naturelles. Ce qu'il faut surtout prévoir, et ça je pense que déjà lorsque la femme est préparée à cette expérience, et l'homme également, le couple en général, il faudrait qu'on puisse parler avec ces personnes de la possibilité d'avoir des enfants qui peuvent naître avant terme. Et un enfant né avant terme, qu'on appelle des prématurés, est un investissement un peu différent en termes d'organisation familiale, en termes d'investissement auprès de la famille, parce que le tout n'est pas de faire tout le processus auprès des gynécologues et de penser que à la fin, les choses peuvent se passer comme ça, comme un enfant qui est né à terme. On peut déjà préparer à la possibilité d'un enfant prématuré. Ceci dit, un enfant prématuré, dans nos contextes, est correctement pris en charge, puisque nous avons des possibilités de réanimation néonatale, des possibilités d'élevage de l'enfant dans des couveuses. Et aussi, il faudrait préparer aussi ces familles à la possibilité d'avoir des enfants, des grossesses multiples, c'est-à-dire un ou deux ou trois enfants qui peuvent naître de cette technique. Et donc là aussi, cette préparation est indispensable. Et alors, une fois que la préparation est faite et que nous avons ces familles, le suivi se fait comme on le fait chez les autres enfants, régulièrement en ce qui concerne la croissance, l'alimentation et toutes les maladies qu'un enfant peut avoir. Il n'y a pas de différence entre la naissance par les techniques de procréation médicalement assistée et les naissances normales.
Ce que nous voulons surtout soulever ici, c'est que l'enfant né par ces techniques étant très désiré, il est, je dirais malheureusement, surprotégé. Ouais. Et cela n'est pas quelque chose qui peut être forcément très bénéfique à l'enfant. Et donc, c'est également notre rôle de guidance parentale pour que cet enfant-là soit pris en charge comme les autres enfants, qu'il évolue, qu'il fasse des jeux comme les autres enfants et qu'il puisse aller dans la consultation comme les autres enfants. Donc, ce n'est pas un enfant à part, c'est un enfant désiré, mais c'est un enfant qui est normal. Et dans le contexte africain, professeur Meillet, généralement c'est mal perçu. Nous sommes au Gabon, fécondation in vitro, ça fait l'objet de moqueries. Voilà, elle n'a pas pu faire un enfant normalement, elle a fait un enfant par les techniques, les machines et tout le reste. Et il faut préparer ces femmes-là parce que nous sommes en Afrique. Oui, bon, de toute façon, on le vit au quotidien, puisque c'est malheureusement, comme vous dites, c'est l'Afrique, mais parfois c'est un peu l'ignorance qui fait, et puis les gens sont indexés ou invectivés pour rien. La fécondation in vitro, lorsqu'on parle de la procréation médicalement assistée d'une manière générale, c'est une aide à la procréation. Donc il y a un ensemble de techniques qui sont du plus simple au plus compliqué. C'est ce qu'il faut retenir dans le cadre de l'infertilité. Maintenant, lorsque tout dépend quelle technique on adopte souvent, je sais que souvent lorsqu'on parle de fécondation in vitro, c'est-à-dire lorsque la femme, on a récupéré ses ovules, on a récupéré la semence du mari, on a mélangé tout ça au laboratoire, qu'on vient placer ça parce qu'elle a des trompes bouchées souvent, parce que c'est souvent la première indication. Oui, il va de soi qu'il y a souvent au niveau du quartier des moqueries, des railleries, mais c'est des enfants comme les autres. C'est une grossesse comme n'importe quelle grossesse. Puisque c'est la femme elle-même qui porte. C'est une grossesse comme n'importe quelle grossesse. Cet enfant devient un enfant comme les autres. Le plus difficile, c'est d'arriver à la grossesse. Oui. Mais le suivi de cette grossesse est un suivi normal, classique, comme n'importe quelle grossesse. Effectivement, il y avait des discussions là-dessus. Lorsqu'on désire beaucoup un enfant ou si on ne le désire pas, pour nous, un enfant, c'est un enfant. Et maintenant, le sentiment qu'ont les parents, c'est un sentiment différent. Et pour chaque parent, chaque enfant est important. Donc moi, je pense qu'il faut que nous comprenions que nous sommes dans un processus. Comme vous le savez, le Gabon n'a pas encore toute la capacité. Il y a quelques expériences ici et là sur cette technique-là. Ici, nous n'en avons pas encore ici à El Rafa, mais je sais qu'à Jeanne et Bory, dans quelques mois, le labo est en phase de finalisation. Dans quelques mois, nous allons démarrer ces activités. Il faut que les gens comprennent que c'est un soutien qu'on les apporte et qu'on ne doit pas être complexé pour cela. On doit vivre cela comme étant une quête à une procréation et que la grossesse qui va se développer est une grossesse tout à fait normale et qu'il n'y a pas lieu d'avoir honte de cela. Et cela m'amène à vous poser une autre question, à vous, docteur Haudebert. Qu'est-ce qui explique qu'une femme qui a eu d'abord des enfants au départ, et à un certain moment, elle a eu 2-3 enfants, et après, paf, elle ne peut plus y en faire? Je voudrais faire juste une remarque complémentaire sur ce qui a été dit, et c'est ce que a dit monsieur le pédiatre. Il y a eu beaucoup de préoccupations sur la qualité des enfants après fécondation in vitro. Oui. Et aujourd'hui encore, avec les nouvelles techniques qui sont utilisées, je fais allusion par exemple à la vitrification, on a besoin de savoir quelle est la qualité du conceptus, c'est-à-dire du suivi des enfants quand on a une nouvelle technique qui est utilisée. Et c'est là où les pédiatres, évidemment, sont très importants. Une femme qui a fait des enfants et qui tout d'un coup n'arrive plus à en faire, c'est essentiellement parce qu'il y a eu un problème. Le premier problème, comme on a dit, dans le contexte africain, c'est l'infection. Si on a des rapports non protégés, si on a des rapports avec de multiples partenaires et qu'on écope des infections, la conséquence, c'est que ça détruit le trompe. Lorsqu'on a une grossesse et qu'on va faire un curettage, le curettage a comme inconvénient de provoquer une infection, même si cette infection n'est pas parlante, mais cette infection va faire en sorte que les trompes se bougent. Et il faut dire aussi que ces problèmes d'infection concernent aussi bien la femme que l'homme. C'est-à-dire que si l'homme a des infections, il va avoir des problèmes de spermogame. Donc c'est vraiment ça le véritable problème. Si on veut préserver sa fécondité dans notre environnement, il faut éviter de contracter régulièrement les infections. Et le facteur âge, comme je le disais, qui est très important. Malheureusement, quand on est jeune, dans notre contexte, on veut faire les études.
Et on ne pense pas aux enfants. Et quand on veut commencer à penser aux enfants, on a déjà un peu plus de 35 ans, ça commence à patiner. Et si on retarde encore, vous voyez, ça devient plus difficile. Et j'insiste en disant que le pic vraiment de probabilité d'avoir un enfant, c'est autour de 25 ans. À partir de ça, ça diminue fortement pour arriver presque à 2% à 40 ans. Alors, ce que nous rencontrons en consultation, c'est souvent les femmes de 40 ans qui viennent demander, qui veulent faire des enfants. Bon, oui, les trompes ne sont pas bouchées, oui, elles ovulent encore, mais la qualité de l'ovulation n'est plus bonne. Et donc, la probabilité de faire un enfant devient difficile. C'est vrai qu'on voit dans les journaux, dans les médias occidentaux, que telle actrice a fait des enfants à 40 ans, à 45 ans, mais on ne sait pas quelle démarche elle a fait pour arriver à cela. On ne présente pas la démarche. Effectivement, elle bénéficie de la procréation médicalement assistée, qui est très développée dans cet environnement-là, mais c'est aussi au prix des contraintes qu'il faut parfois surmonter. Et moi, je dis aux femmes que Dieu n'est pas forcément bête d'avoir fait en sorte qu'à cet âge-là, la procréation devient faible. Parce que ce que nous constatons, c'est que les femmes que nous accompagnons pour la procréation médicalement au-delà de 40 ans, nous font beaucoup de complications, à type d'hypertension, à type de diabète, et parfois, ça peut tourner au drame autour de la cinquantaine. Je ne sais pas ce qu'en pense Audebert, mais c'est des situations qui nécessitent, on peut réussir la fécondation in vitro, mais on va devoir à gérer une grossesse très difficile. Parce que là, il y a des tares, il y a un certain nombre de choses. L'obésité n'est pas un bon facteur, l'hypertension va arriver, le diabète va arriver. Donc, c'est vraiment des choses, on encourage les femmes. C'est des grossesses difficiles, alors. Des grossesses difficiles. On encourage dangereuses. Donc, on encourage les femmes à faire des enfants tôt dans leur jeunesse. Il faut faire des enfants très tôt, lorsqu'on a encore... Dans leur généralité, c'est des grossesses difficiles ou bien c'est... Le facteur psychosocial, quand même, est important. Ça joue aussi un rôle, bien sûr. Oui, tout à fait. Psychosocial, l'éducation, les mœurs et coutumes. L'environnement, à la limite, en Afrique, ce que nous, on apprend souvent, c'est que les enfants, il ne faut pas courir pour les avoir. Il faut d'abord faire ses études. Il faut avoir une situation sociale correcte pour pouvoir s'en occuper. Et ça, parfois, justement, c'est un sentiment latent qui, après, s'exprime après 30 et 35 ans. Voilà. Et pour corroborer ce qu'a dit le professeur Meillet, c'est en France, les fécondations in vitro, vous savez, sont prises en charge. Elles sont plus prises en charge à partir de 43 ans, car les résultats sont pratiquement de zéro. Ça illustre parfaitement bien le rôle de l'âge, et il ne faut pas attendre 40 ans pour commencer à dire tiens, on va avoir un enfant. Les résultats sont déjà très diminués et le risque d'échec est presque immanquable. Alors on va parler du processus de fécondation in vitro. Ça prend combien de temps? Ça prend 1 mois, 2 mois, 6 mois pour qu'à terme, une femme puisse avoir son ovule fécondé, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de démarches obligatoires qui nécessitent consultation avec bien sûr le gynécologue, une consultation avec le biologiste, il faut préparer l'organisme de la femme, une consultation avec le psychologue, car c'est très important. Effectivement, nous, dans les petites expériences qu'on a de façon occasionnelle avec des confrères parfois qui viennent, effectivement, nous préparons les femmes, ça prend 2 à 3 mois. Mais tout dépend, donc il y a d'autres facteurs. La préparation, c'est de faire le bilan. Lorsqu'on a un diagnostic, il faut faire un bilan de santé. Comme on le dit, si vous avez un col infecté, si vous avez une infection, il faut d'abord traiter. Ça demande au moins 15 jours de traitement pour pouvoir juguler l'infection. Et ensuite, il faut refaire d'autres examens. Et les examens sont faits parfois en fonction du cycle de la femme. Donc, les examens vont se faire par rapport aux règles. Donc, tout ceci fait que, in fine, on prendra 2-3 mois avant le processus et en fonction des techniques qu'on utilise aussi. C'est-à-dire que si on passe à il y a un certain nombre de techniques qui vont prendre à peu près 45 jours, juste la prise en charge, l'arrêt des règles, les débuts des prescriptions médicales. Non, en gros, c'est ça. C'est pas tellement ça, c'est pas le plus long. Je pense que ce qui est souvent dans notre contexte plus difficile, c'est lorsqu'on vous annonce la démarche, la préparation à la démarche. Parce que, comme on dit, dans notre contexte, c'est pas pris en charge. Il faut trouver les moyens pour pouvoir faire cela. Il faut s'organiser avec son travail, parce que parfois, certains couples vont se déplacer si c'est
chez nos amis, parce que nous travaillons parfois avec certains, par exemple avec Douala, où on prépare les couples ici, on les met sous traitement, où ils doivent se déplacer pour une semaine, ainsi de suite pour la partie laboratoire. Donc il y a autant de choses, mais d'une manière classique, c'est autour de 2 à 3 mois pour que ça se passe sans difficulté. Quand vous parlez de laboratoire, il faut se déplacer, ça veut dire que sur place à Libreville, on n'a pas Pour l'instant, ce que je disais, nous n'avons pas encore... nous avons un laboratoire qui est en train de se mettre en place à Jeanne-et-Bory. Nous avons quelques expériences dans le privé qui ont déjà des laboratoires, donc ils font venir des biologistes sur place. Donc c'est les expériences que nous avons et nous participons aussi à toutes ces expériences-là, mais nous n'avons pas encore un laboratoire qui travaille vraiment 24 heures sur 24 sur ces problématiques-là. Les spécialistes, est-ce qu'on en trouve sur place et puis il faut... Les spécialistes, ça dépend de l'activité. Les gynécologues, il y en a. Les biologistes, on a quelques biologistes qui sont là, quelques jeunes. Et comme je dis, il fallait investir là-dedans pour avoir un laboratoire. Il fallait investir parce que les spécialistes, il faut les former. Là, le processus est lancé, je vous le confirme. Au niveau de Jeanne-et-Bory, l'État a consenti beaucoup de moyens pour pouvoir mettre en place un laboratoire. Nous venons de constater qu'il manque quelques petits aspects dont la direction va compléter. Et je sais aussi qu'il y a quelques cliniques privées qui ont une réflexion dans quelques temps, qui vont mettre tout cela en place. Mais il faut insister, comme l'a dit Audebert, parce que moi je voudrais insister, autant en France, à 43 ans, ils ne prennent plus en charge parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de résultat. Autant chez nous, malheureusement, la plupart des femmes qui sollicitent la fécondation in vitro ont plus de 42 ans. Comprenez que le résultat ne pourra pas être comme ce qu'on demande. Parce que les jeunes ont toujours l'espoir, peut-être qu'ils vont faire un enfant, peut-être qu'on les a mentis, donc ils vont changer de médecin. Mais quand elles s'engagent vraiment, quand le couple s'engage à aller à la fécondation in vitro, c'est autour de la quarantaine. Et c'est là où on a des très mauvais résultats. Alors, le DG parlait des effets psychologiques. Je vais insister en disant que tout le monde a pensé comme ça. Même en Europe, on disait aux femmes, faites avec l'introduction de la pilule, vous pouvez faire un enfant quand vous voulez. Et aujourd'hui, le concept a changé. Parce que les études ont montré justement ça. On demande aux femmes de faire un enfant quand elles peuvent. Et elles peuvent quand elles sont jeunes. Donc, si vous voulez attendre 40 ans, c'est très tard. Ici, moi, je vois parmi les femmes qui viennent accoucher, très peu de femmes vont accoucher au-delà de 42 ans. Parce que spontanément, la fécondité a baissé et souvent, c'est des jeunes femmes qui vont accoucher. Donc, il faut en tenir compte, c'est un paramètre très important. Si nous voulons investir des moyens là-dedans, on ne va pas investir des moyens chez des personnes qui, malheureusement, chez qui on n'aura pas de bons résultats. Il faudrait que nous réfléchissions sur tout ça. Oui, docteur. Et alors, ça génère des activités qui sont nouvelles. Et on le voit dans les pays à la pointe dans ce domaine-là, ça entraîne des programmes de préservation de la fertilité. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'on sait par exemple qu'il y a des traitements du cancer qui vont entraîner une infertilité. Quand une patiente a une radiothérapie, une chimiothérapie, ces traitements sont très toxiques pour la fonction ovarienne et la fonction ovarienne peut être compromise et entraîner ainsi une infertilité. Alors qu'est-ce qu'on va proposer à ces gens, puisque heureusement il y a de plus en plus de cancers qui sont guéris, où il y aura une survie, et donc une fois qu'on a été guéri de son cancer, on a envie d'avoir des enfants comme tout le monde, eh bien c'est de mettre de côté, de congeler des ovocytes de la femme pour les utiliser plus tard quand elle souhaitera avoir des enfants. Et donc il y a des programmes de préservation de la fertilité qui sont mis en place. Dans des pays développés comme les États-Unis, c'est parfois pris en charge par les compagnies qui disent à leurs employés « Vous occupez pas pour avoir des enfants quand vous serez plus âgé parce qu'on sait que ce sera plus difficile. Nous, on va vous payer la congélation de vos ovocytes et vous n'aurez pas de difficulté par des enfants. » Mais ça, c'est un aspect sociétal, qui est une dérive, qui est critiquée. Mais il y a un aspect qui est vraiment fondamental pour tous les gens toutes les patientes qui ont des maladies qui risquent d'altérer leur fertilité. Et donc, on prend des mesures à l'avance. Qu'est-ce qui va être fait pour celles qui ont envie justement d'entreprendre la procréation assistée, médicalement assistée? Qu'est-ce qui va être dit à ces femmes? Est-ce que le processus va être lancé? Est-ce qu'elles vont commencer? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent démarrer? Je pense qu'il faut qu'on se comprenne bien. Parce qu'on a préparé ces journées et le problème a été posé. Moi, j'ai fait savoir à la direction générale de l'ELRAFA que lorsqu'on parle
de stérilité, d'infertilité, c'est un long processus. Une simple consultation ne peut pas suffire pour résoudre le problème. Alors, je sais, ce qu'on a fait, c'est que la plupart des femmes qui vont venir demain, c'est de tout venant en gynécologie obstétrique, parce qu'il fallait ouvrir les possibilités. On ne s'est pas enfermé dans le cadre simplement de l'infertilité. Nous savons aussi que les problèmes d'infertilité, comme on l'a dit, il y a des problèmes psychologiques, il faut entourer ça, il y a des problèmes sociétaux. On ne voulait pas aussi exposer les femmes pour dire que celles qui sont venues à RFA sont des femmes infertiles. La société va encore les indexer. Donc c'est une consultation générale. Et parmi les femmes qui seront identifiées comme ayant des problèmes d'infertilité ou bien d'autres problèmes, nous allons essayer de les accompagner justement dans nos différentes consultations, parce que vous aurez ici à El Rafa plus d'une vingtaine de médecins qui vont consulter venant de la plupart des structures qui sont ici à Libreville. Et donc ils pourront par la suite les accompagner pour pouvoir résoudre leurs problèmes. C'est une initiation. Il fallait un début. Il fallait un début. Les consultations vont permettre de diagnostiquer et d'avoir une idée exacte de la situation. Et les enregistrements étaient faits en fonction de cela. Elles arrivent pour s'inscrire si c'est pour une consultation gynécologique de manière générale, ou celles qui savent déjà qu'elles ont un problème de fertilité vont le présenter. Ensuite, il est prévu pour les années à venir d'autres éditions qui peut-être continueront avec déjà les femmes qui ont été consultées. Voilà. Ça va être après ces journées. Et ensuite, il y a toujours la suite. Il y aura un suivi, bien sûr. Ce ne sont pas, là, on marque le coup pour le 10e anniversaire, mais la structure avec les médecins, on pourra toujours continuer à suivre ces dames. Alors, cela nous amène à parler des coûts par rapport à la fécondation médicalement assistée, la procréation. Les coûts sont très très élevés, c'est ce qu'on dit, en Afrique comme en Occident. Pensez-vous que tout le monde peut avoir accès à ce processus, docteur ? Les coûts sont élevés puisque les techniques se sont améliorées. Les techniques sont devenues de plus en plus compliquées. Je fais allusion par exemple à une nouvelle technique qu'on appelle la vitrification, c'est-à-dire la congélation des ovocytes pour les garder. C'est des techniques qui sont onéreuses, qui sont coûteuses, qui demandent beaucoup de personnel et donc forcément c'est un coût qui augmente régulièrement. Et la prise en charge se posera un jour en France par exemple, où actuellement la fécondation in vitro est prise en charge jusqu'à 4 tentatives, mais est-ce que ça sera toujours possible ? C'est une question qu'il faut se poser, car effectivement on a l'impression de la population qu'il existe un droit à l'enfant et que malheureusement les couples qui ne peuvent pas, qui ont des difficultés pour avoir des enfants, réclament leur désir de grossesse et qu'on les aide. Mais c'est vrai que le problème du coût se pose et qu'avec l'augmentation des coûts, ce sera de plus en plus problématique. Et en Afrique, ça doit être plus difficile au Gabon, si on prend le contexte Gabon. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que, nous l'avons dit, même les simples consultations d'infertilité, le bilan d'infertilité, les assurances refusent pour l'instant de le prendre en charge. Dès qu'on parle d'infertilité, les assurances ne prennent pas en charge. Donc c'est à la charge des couples. Et c'est à la charge de couple tout ce qu'on peut faire autour de l'infertilité. Et ça coûte excessivement cher par rapport aux revenus des populations, de nos populations. Si on compte en moyenne, si vous avez un couple qui va faire une fécondation in vitro, non seulement il y a la partie médicale qui va se faire, mais pour celles qui doivent se déplacer, comme je l'ai dit, nous n'avons pas vraiment de laboratoire. Pour celles qui veulent se déplacer, parce qu'il y a aussi celles qui veulent se déplacer, il faut inclure le billet d'avion, il faut inclure l'hôtel. Ça cause problème. Et pour celles qui font tout leur processus localement ici, il va de soi que l'achat de médicaments, je vous prends un exemple, simplement les médicaments pour créer beaucoup d'ovulations, ce qu'on appelle les inducteurs de l'ovulation, pour un traitement complet, on en a pour 1 million de francs à peu près. Pour un traitement, c'est uniquement les médicaments, sans compter les techniques de laboratoire. Les frais de consultation. Les frais de consultation, les examens laboratoires, les analyses. Sans compter tout cela, je vous parle des médicaments. Alors, si vous allez des amis avec qui nous travaillons dans le laboratoire, ils font des forfaits.
à peu près 1,5 million. Donc vous vous retrouvez à payer autour de 3 millions pour une tentative. Et surtout, il faut bien expliquer aux femmes que ce n'est qu'une tentative et que globalement, on est autour de 25-30% de chance pour que ça marche. Donc 70% ou 80% peut ne pas marcher. Il y a beaucoup de déçus. Hein. Beaucoup de déçus. Ce qui fait que, Audbert vient de vous le dire, en France, ils prennent jusqu'à 4 tentatives parce qu'on s'est parti sur le fait que c'est à peu près 25% de succès et on donne pour arriver à... Or, chaque tentative, c'est son pourcentage. Même si on additionne, on n'arrive pas forcément à 100%. Bon, maintenant, c'est une politique d'un État. Qu'est-ce que l'État? Parce qu'il faut savoir que la santé a un coût. Ici, on veut souvent occulter cela. Je fais une parenthèse. Hein. Moi, quand on me demande de faire un accouchement à 60 000 francs au Gabon, combien c'est ça hein? Oui. 60 000 francs, en sachant qu'en France, l'accouchement, c'est au minimum 3 à 4 000 euros quand c'est un accouchement simple. Aux États-Unis, c'est 9 000 $. Et on va nous demander d'avoir les mêmes moyens, les mêmes techniques, le même environnement, les mêmes garanties pour moins de 100 euros. Donc, c'est utopique. Et dans tous les domaines de la santé, on doit tenir compte de ça. Si on veut faire de la fécondation in vitro, il faut savoir que ça a un coût. Et si on veut que ça continue, ça soit pérenne, il faut qu'on paye le juste prix pour pouvoir renouveler l'équipement. Maintenant, combien ça va coûter dans notre contexte, je ne peux pas vous dire. Une chose est le coût et une chose est qui paye. Maintenant, l'État peut s'organiser à ce que les couples ne supportent pas eux-mêmes l'ensemble du processus et leur octroyer une aide ou un truc comme ça. Ça, ce sont des choses qu'il faut mettre... C'est un choix politique. Un choix politique, voilà. Il est évident que pour ce qui est du coût, le transfert des technologies doit réduire de façon significative les coûts, puisque si on enlève tous les coûts de voyage, etc., et que les laboratoires sont mis en place, donc moi j'interviens pour encourager la mise en place de ces différentes structures chez nous, parce que les compétences sont là, les facilitations sont là, les besoins également sont là, donc je pense que le coût c'est quelque chose, mais on peut toujours réfléchir à comment faire pour que les choses soient développées chez nous. Et je pense que ça devrait réduire ces coûts. Maintenant après, derrière, si une assurance maladie ou la CNAMGES prend une partie, ce sera encore mieux pour la population. Alors, monsieur le directeur général, monsieur Azoumé, vous parliez tout à l'heure des élèves qui sont invités ici à visiter la structure, mais également il faut susciter des vocations. Alors, susciter des vocations, comment ça va se passer? Ces éminents professeurs vont être en conférence avec ces élèves ou alors comment ça va se passer? C'est cela. Après la visite guidée, ça permet justement de voir de manière factuelle l'existence de la structure et ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, ils sont reçus avec une table de médecins spécialistes dans différentes spécialités. Ils auront la possibilité de poser des questions. Et ils pourront discuter à bâton rompu avec les médecins et parler un peu de ce métier-là, ce métier noble. La médecine de manière générale. La médecine de manière générale. Et la gynécologie de manière particulière. Particulière, bien sûr. Et déjà, vous pouvez l'apercevoir, professeur, les conférences ont commencé. Et là, c'est un médecin qui est face à... Qui est pédiatre. Qui est pédiatre, voilà. Qui est face à ces élèves-là. Peut-être un petit mot comme ça pour susciter les vocations. C'est bien, moi je voudrais féliciter El Rafa d'avoir initié cela. À titre personnel, j'ai eu la vocation d'être médecin, j'étais en classe de 3e, à titre personnel. Donc depuis, ça ne m'a pas quitté. Donc je pense que les étudiants, les élèves en venant ici, en côtoyant les médecins, en discutant avec eux, peuvent avoir envie de devenir médecins. Nous en avons besoin. Et il faut que nous valorisons nos métiers. Aujourd'hui, le métier d'infirmier n'est plus valorisé. Même le métier de sage-femme commence à ne plus être valorisé. Le métier de médecin également, parce que quand on regarde les revenus d'un médecin, on s'interroge sur la nécessité de faire ce métier-là. Et je peux vous annoncer que beaucoup d'entre nous, dans notre contexte, nos enfants refusent parfois de faire le métier. C'est ce qui explique la création de multiples cliniques, parce que les médecins ne sont pas mieux payés par l'État. Ça, c'est autre chose. Je pense que les cliniques sont une nécessité dans un pays. Si nous regardons l'offre de soins, nous le disons, moi je suis à la Fondation Jeanne Bourré depuis 2 mois, qui est un plateau technique correct, comparable à ce qui se passe dans les pays occidentaux. Mais malheureusement, nous sommes débordés.
Nous sommes débordés. J'ai la capacité de faire 15 accouchements par jour. J'en fais 30, parfois 40. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je ne peux pas, au stade actuel, demander à ces femmes d'aller dans d'autres structures parce que nous sommes au sommet de la pyramide. Ouais. Donc, s'il y a des cliniques, s'il y a d'autres structures, mais qui fonctionnent correctement comme El Rafa, là où nous sommes, pourquoi pas? Parce que toutes ces cliniques servent à la population. Mais est-ce que vous, les professeurs Atekpo, professeur Meillet, vous avez un droit de regard dans ce qui se fait dans les cliniques? Parce que souvent, il est déploré aussi la qualité de prise en charge. Non, ce n'est pas notre droit, c'est le droit du gouvernement à définir les normes et à contrôler ces normes. Donc, ce n'est pas à nous d'aller voir quel droit j'ai d'aller donner un avis. Je crois que ce travail est fait actuellement par le ministère. C'est une opération. Les autorités médicales qui gèrent ça. Non, et je pense que récemment, on a missionné éventuellement le mauvais sort pour dire allez voir ce qui se passe là, mais il ne peut pas de son initiative le faire. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Pour rendre le métier crédible. Je pense qu'il y a le Conseil de l'ordre, je pense que le ministère de la Santé, les assurances vient de commencer une opération coup de poing. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de dérives là-dedans. Vous savez, le concept de dérive, c'est vrai, ça existe, mais il faut aussi laisser aux acteurs chargés de cela d'apprécier. Parce que chez nous, tout le monde apprécie tout, et finalement, on ne sait pas là où on se situe. Alors, vous parlez de valorisation, justement, nous, on a monté un comité, parce qu'on a remarqué que justement avec les différentes rencontres qu'on faisait, c'était surtout les médecins qui étaient impliqués. Nous avons déjà désormais le jeudi de l'infirmière, parce qu'on travaille avec l'Association nationale des infirmiers du Gabon. Donc tous les jeudis, les derniers jeudis du mois, de fin de mois, des rencontres sont prévues et se font déjà avec les infirmiers pour discuter un peu de leur métier, pour le valoriser et puis pour que ce soit un peu plus clair dans la tête des praticiens. Voilà. On sait que pour faire médecine, il faut être de série scientifique, les séries D, les séries S. Est-ce que ce sont ces élèves-là qui sont venus ce matin, ces séries-là? Oui, ce sont ces séries-là. Ce sont des élèves qui sont en fait, il y a des périodes dans le cursus, des périodes charnières. Donc là, ce troisième, c'est le moment pour choisir la série l'orientation scientifique ou littéraire. Et en terminale, ceux qui sont déjà en série scientifique, maintenant parler un peu de la médecine pour voir si c'est une option. Et puis les études de médecine, c'est 7 ans en Afrique, c'est long, professeur. Oui, les études, je pense que nous avons adopté un format qui existe aussi dans d'autres pays, c'est-à-dire de faire des études médicales en 7 ans. En réalité, dans notre système, comme ailleurs, les études médicales, c'est 5 ans. Et nous avons 2 ans de consolidation des acquis, c'est-à-dire ce qu'on appelle le stage interné, ce qui fait que ça fait 7 ans, pour que le médecin généraliste qui sort soit en mesure d'assurer un certain nombre d'actes dans toutes les disciplines. Dans d'autres pays comme la France par exemple, ils vont faire 6 ans pour l'instant, ils veulent passer à 5 ans comme en Belgique, et à la 6e année ils vont faire ce qu'on appelle le concours d'internat, donc rentrer directement en spécialité. Et la médecine générale étant une spécialité comme les autres spécialités. Donc c'est des formats que chaque État, de chaque pays choisit. Au niveau de l'Afrique francophone d'une manière générale, on a un format identique. 7 ans d'études pour devenir médecin généraliste. Ensuite, en fonction des spécialités qui sont offertes, 4 ou 5 ans. Alors, nous allons faire le tour de la table pour dire au revoir à nos téléspectateurs. Monsieur le directeur général, par rapport à ces journées, qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs? Écoutez, nous avons amorcé, ça va être une journée très enrichissante pour tout le monde. Ça va faire 20 ans que nous sommes dans le secteur médical et on se rend compte qu'on apprend tous les jours. On apprend des médecins, mais le souci réel qu'il y avait, et là on peut s'en rendre compte aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait peut-être pas assez de communication. Donc on sollicite une arrivée massive. J'espère qu'il y a une meilleure compréhension justement des objectifs des journées et on va tout faire pour que ce soit une activité pérenne. Merci. Voilà, professeur Meillet, un dernier mot. Un dernier mot, c'est dire, je voudrais encore remercier El Rafa de m'avoir choisi pour
présider le comité scientifique et les journées scientifiques commenceront le 14 et le 15. Donc j'interpelle l'ensemble des confrères parce que là ce ne sera qu'entre initiés pour discuter justement de ces problématiques, des avancées, des perspectives, d'être là à partir de 14h, de venir assister. Nous avons la chance d'avoir une forte équipe délégation qui vient de Bordeaux, qui a une grande expérience, qui va nous parler de ces problématiques-là. Nous aurons des confrères qui viendront du Cameroun, qui viendront du Congo, Brazzaville. Nous avons aussi d'autres qui viennent, je crois, du Mali. Et ensemble, nous allons échanger avec les médecins locaux, les spécialistes locaux sur ces problématiques. Intitulé bien, lorsqu'on parle de procréation médicale non assistée, c'est de l'aide à la prise en charge de l'infertilité. Tous les moyens que nous pouvons faire, bien entendu, on parlera de façon globale de l'infertilité pour savoir quelle est sa situation en Afrique. Donc je voudrais encourager les confrères à venir massivement pour que nous échangeons sur cela. Professeur Dr Audebert. Moi, je voudrais d'abord remercier tous nos collègues du Gabon qui m'ont permis de revenir dans ce merveilleux pays, des gens adorables, et donc c'est un grand plaisir d'être ici et je remercie. Moi, ce que j'aurais tiré comme leçon de la procréation médicalement assistée, c'était une grande aventure qui a bien sûr eu quelques succès, pas autant que les patientes, que nous-mêmes on le souhaite bien évidemment, mais surtout qui est une expérience unique en médecine où on a réalisé un travail d'équipe. C'est-à-dire que la fécondation in vitro, c'est un travail de cliniciens, de gynécologues, de biologistes et de pédiatres. Et ça a été extrêmement bénéfique, où à l'époque, chacun travaillait dans son coin, voyait ses petits problèmes. Et là, c'est une très belle aventure où on travaille tous ensemble, où chacun apporte ses compétences, ses manières de voir. Le biologiste est souvent un peu plus scientifique que le médecin. Le pédiatre apporte aussi ses compétences. Et ça a été une aventure merveilleuse et c'est une expérience merveilleuse. Professeur Atekbo, votre fin? Mon souhait en tant que pédiatre, c'est que chaque femme qui le souhaite puisse avoir son enfant, que ce soit par des méthodes naturelles ou par la procréation médicalement assistée. Et surtout souligner ici le côté multidisciplinaire de cette aventure. Et nous pensons que les compétences existent et que le souhait serait que nous puissions aller assez vite dans notre pays pour la mise en œuvre de cette technique au profit des populations gabonaises. Voilà, professeur Atekbo l'a dit, le professeur Atekbo est donc enseignant à l'Université des sciences de la santé. Il est également le point focal pédiatrie à l'hôpital mère et enfants, c'est à Libreville. Nous étions également avec le professeur Meillet, il est également enseignant à l'Université des sciences de la santé de Libreville, et avec le docteur Audebert qui vient de Bordeaux. Il est médecin gynécologue, il prendra part à ces journées scientifiques ici à l'hôpital El Rafa, et avec le directeur général, on a planté le décor de ces journées scientifiques. Ici, ça démarre ce lundi jusqu'à samedi. Jusqu'à vendredi. Et chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, il est important de venir découvrir ensemble vos problèmes de fertilité ou d'infertilité avec ces professeurs qui sont là pour notre situation. Excellente journée à tous.